Mes chers amis, bonjour! Le congrès de Karlsruhe dont on a parlé dans l'épisode précédent aura marqué les esprits chimistes et remis certaines choses en place dans le domaine de la compréhension atomique, et ce, pour une classification de la matière plus réaliste. Prêt pour la suite? Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve après le générique. En 1864, Newlands publia un nouvel article, à nouveau dans le journal The Chemical News, sur la classification des éléments. Cette fois-ci, il laissa tomber les masses équivalentes périmées pour utiliser les masses atomiques relatives définies après le congrès de Karlsruhe. Dans son article, il ne considéra plus que 10 familles d'éléments contre 11 dans le précédent article. Avec les nouvelles définitions de masse atomique relative, il fit le constat que, au sein d'une même famille, la différence de masse atomique relative entre deux éléments était de 16, ou très voisin de 16, encore un multiple de 8. Au sein du groupe 3, il supposa qu'une triade pouvait être formée en intercalant un élément entre le silicium et l'étain, et il définit la masse atomique relative de cet élément comme étant la moyenne de la masse atomique relative du silicium et celle de l'étain, soit 73. Cet élément, nous le connaissons aujourd'hui, c'est le germanium. Il fit une supposition similaire au sein du 10e groupe. Il supposa qu'une triade pouvait être formée en intercalant un élément entre le palladium et le platine et définit la masse atomique relative de cet élément comme étant la moyenne de la masse atomique relative du palladium et du platine, soit entre 151 et 152. Pouvons-nous voir à présent cet élément comme étant l'europium faisant partie des terres rares ? Un peu plus tard, en août, John Newlands partagea un fait qu'il avait remarqué, toujours dans le périodique Chemical News. Il avait classé les éléments par ordre de masse atomique relative, puis leur avait attribué un numéro d'ordre. L'hydrogène, le plus léger de ces éléments, eut donc le numéro 1. Le lithium le plus léger après l'hydrogène le numéro 2, et ainsi de suite. Puis, il avait réparti les éléments en familles, chaque famille partageant les mêmes propriétés physiques et chimiques. Au sein de chaque famille, les éléments étaient classés du plus léger au plus lourd. Il sélectionna quelques familles pour l'exemple dans son article. Il avait fait le constat que, entre le premier et le deuxième élément de chaque famille, il y avait une différence de 7 dans le numéro d'ordre. Les propriétés des éléments se répétaient tous les 8 éléments. En d'autres termes, dans un groupe de 8 éléments consécutifs, le 8e élément était d'une certaine façon comme une répétition du premier élément. Il y avait une périodicité des propriétés des éléments en fonction de leur masse atomique relative. Et Newlands fit une analogie avec les 7 notes d'une octave musicale. On notera au passage une anomalie, une inversion entre l'iode et le tellure. Ce dernier, bien que plus lourd que l'iode, fut placé avant lui par Newlands, et ce, afin de respecter les analogies chimiques de chaque famille. On attribue bien souvent cette inversion à Mendeleïev, mais c'est à John Newlands qu'on la doit. La même année, en 1864, un autre contributeur à l'établissement du tableau périodique, le chimiste britannique William Hodling, qui a été, on peut le dire, le rival de Newlands dans les tableaux de classification, et qui était présent lors du congrès de Karlsruhe, publia un article dans The Quarterly Journal of Science. Dans cet article, Hodling présenta son tableau de classification des éléments, et dès lors, il était évident, en regardant les regroupements horizontaux de ce tableau, que Hodling avait reconnu un certain caractère périodique des propriétés chimiques. Il eut la prévoyance de laisser des emplacements vides pour y insérer des éléments encore inconnus à l'époque. Il analysa les masses atomiques relatives des 61 éléments connus à l'époque. Il classa les éléments par paires, en fonction de leurs analogies chimiques les plus proches. Il obtint 18 paires d'éléments, regroupant donc plus de 50% des 61 éléments connus. Dans chaque paire, la différence de masse atomique relative entre les deux éléments était comprise entre 84,5 et 97. Il constata que, en intercalant un élément dans 50% de ces 18 paires, en respectant les analogies chimiques et le fait que la masse atomique de l'élément intercalé devait être la moyenne des masses atomiques des deux autres éléments, il obtint 9 triades où les différences de masse atomique entre le premier et le deuxième élément et entre le deuxième et le troisième élément étaient situées entre 40 et 48. Hodling obtint aussi 10 paires d'éléments
où la différence de masse atomique relative était approximativement de 16. De ce fait, pour le chimiste anglais, il n'était pas impensable d'anticiper l'existence d'éléments qui pourraient s'intercaler entre chaque élément des 9 triades qu'il avait obtenues précédemment. Hodling obtient en outre, pour 4 paires d'éléments, une différence de masse atomique au sein de chaque paire de 4 en moyenne. 48, 44, 40, 16 et maintenant 4. Cela l'amena à penser que 4 devait être l'unité de masse entre deux atomes aux propriétés similaires. Cependant, comme l'indiqua Hodling, il ne fallait pas perdre de vue le fait que, dans quelques cas, la différence de masse atomique entre deux éléments aux propriétés similaires n'était pas de 4 ou multiple de 4, mais de 2 et de multiples impairs de 2, voire même de 1 ou de quasiment 0. William Hodling termina son article en déclarant « Certaines relations arithmétiques illustrées dans les tableaux et les remarques précédentes sont sans doute simplement fortuites, mais considérées dans leur ensemble, elles sont trop nombreuses et incontestables pour ne pas dépendre d'une loi générale ignorée jusqu'ici. » En 1865, dans le 12e numéro du journal The Chemical News, John Alexander Reyna Newlands fit une brève présentation de ce qu'il appela la loi des octaves, suite à sa publication de 1864. Il disposa les 62 éléments connus dans un tableau de 8 colonnes et de 7 lignes. Il remplit chaque colonne avec des éléments dans l'ordre croissant de leur masse atomique relative. Quand il tomba sur 2 éléments qui avaient la même masse atomique relative, il les regroupa dans une seule et même case de ce tableau. Ainsi rempli, il reconnut sur chaque ligne du tableau des éléments d'une même famille chimique. Ainsi donc, du fait qu'il y avait 7 lignes sur le tableau, cela signifiait que les éléments d'une même famille chimique revenaient tous les 7 éléments, dans l'ordre de la masse atomique. Newlands, refaisant l'analogie avec les notes de musique, appela cette découverte la loi des octaves. Cependant, son tableau présenta beaucoup d'imperfections, comme le fait que Newlands n'avait pas laissé de place vide pour les éléments encore inconnus à l'époque, ou encore le fait que les éléments aux propriétés chimiques différentes se soient retrouvés dans la même famille, comme le fluor et le chlore, dans la même famille que le cobalt ou le nickel. Newlands sembla avoir classé les éléments en suivant aveuglément les masses atomiques, sans se soucier des incohérences chimiques. Le classement fonctionnait bien jusqu'au calcium, mais après, la notion de périodicité devenait floue, ce que remarquèrent les membres de la Chemical Society quand Newlands leur présenta ses travaux en vue d'une publication le 1er mars 1866. La Chemical Society rejeta les travaux de Newlands, et la raison invoquée par Hodling, son président à l'époque, oui, Hodling, le rival de Newlands, était que la règle au sein de l'organisation était de ne pas publier d'articles théoriques. N'était-ce pas plutôt lié au fait que Newlands était affilié à un laboratoire privé plutôt qu'une prestigieuse université? Quoi qu'il en soit, après la publication du tableau de Mendeleïev, Newlands tenta de réclamer la paternité de la loi de la périodicité des éléments, ce que Hodling rejeta catégoriquement. Il exposa ses résultats et réclamations en 1884 dans son ouvrage On the Discovery of the Periodic Law. La Royal Society lui décerna quand même en 1887 la médaille Davy, distinction scientifique récompensant les travaux exceptionnels dans le domaine de la chimie. Et en 1898, une plaque commémorative fut placée sur la maison natale de Newlands avec la mention « Newlands, chimiste et découvreur de la loi périodique des éléments ». De l'autre côté de l'Atlantique, en 1866, le chimiste d'origine danoise Gustavus Ditlev Henriques publia un article dans The American Journal of Science and Arts, un article intitulé Spectra and Composition of the Elements, spectre et composition des éléments. Ah, l'analyse spectrale des éléments et de la matière. Allez, un petit flashback s'impose pour comprendre cette histoire de spectre et ce qui va suivre. Dès le XIIIe siècle, plusieurs savants comme les franciscains de l'école d'Oxford, Robert Grosseteste, Roger Bacon et John Peckham, ou le savant et théologien d'origine saxonne Dietrich von Freiberg, étudièrent le phénomène de dispersion chromatique de la lumière passant à travers un morceau de verre. Mais il faudra attendre la deuxième moitié du XVIIe siècle et Isaac Newton pour avoir un début d'explication. En 1666, il étudia le phénomène de dispersion.
Après avoir obscurci ma chambre et pratiqué un petit trou dans ses volets pour laisser entrer une quantité donnée de lumière du soleil, je plaçai mon prisme à l'entrée de la lumière pour qu'elle puisse être réfractée sur le mur opposé à l'ouverture. Ce fut d'abord un très plaisant divertissement que de contempler les vives et intenses couleurs ainsi produites. Il fit de multiples expériences qui lui firent comprendre que la lumière consistait en rayons différemment réfrangibles qui, indépendamment de leurs différences d'incidence, étaient, selon leur degré de réfringence, transmis vers les différentes parties du mur. Et de ce fait, il comprit la limitation des lunettes astronomiques. Je voyais que la perfection des lunettes astronomiques était jusqu'ici limitée non tant par le besoin d'éléments parfaitement réalisés selon les prescriptions des auteurs de l'optique, ce que tout le monde pensait jusqu'alors, que parce que la lumière était un mélange hétérogène de rayons différemment réfrangibles. Newton venait de faire connaissance avec ce qu'on appela les aberrations chromatiques. Aberrations qui, au passage, purent être corrigées peu de temps après sa mort grâce à un assemblage de lentilles appelé doublet achromatique ou achromate. Cependant, cela guida Newton vers la conception du télescope à réflecteur parabolique. Mais nous nous égarons. Revenons donc à Newton et à notre mélange de couleurs. Il constata donc que, au travers d'un prisme, la lumière blanche, mélange de couleurs élémentaires du violet au rouge, était réfractée en rentrant dans le prisme et en sortant du prisme. Et, selon la couleur, le degré de réfraction était différent. Newton fit le constat que le rouge subissait moins de réfraction alors que le violet en subissait le plus, ce qui donna l'étalement de ce que l'on appelle le spectre de la lumière. En 1801, les travaux sur la lumière du médecin et physicien britannique Thomas Young permirent de mettre en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière, remettant en question l'aspect corpusculaire défendu par Newton un siècle auparavant. L'aspect ondulatoire consistait à voir la lumière comme un assemblage de couleurs et chaque couleur était une onde avec sa longueur d'onde propre. D'ailleurs, Young considérait les couleurs comme une manifestation de longueur d'onde de la lumière et grâce à ses travaux, il était possible de connaître ces longueurs d'onde. En fait, Newton et Young avaient tous deux raison. La lumière se comporte comme un ensemble d'ondes, mais aussi comme des particules, les photons. La dualité onde-corpuscule. Mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons dans un autre numéro. En 1814, l'Allemand Joseph Fraunhofer, physicien, opticien et verrier de talent, soucieux d'améliorer la qualité de ses instruments optiques, se pencha sur les phénomènes de diffraction et inventa le spectroscope, un appareil capable de décomposer la lumière en couleurs élémentaires, le spectre. C'est avec ce spectroscope qu'il observa le spectre du Soleil avec une netteté que Newton n'avait pas eue 148 ans plus tôt. Il fit alors la même observation que celle que le physicien et chimiste britannique William Hyde Wollaston fit 12 ans plus tôt. Le spectre du Soleil n'était pas continu. Il présentait beaucoup de raies sombres verticales. Si Wollaston n'en tint pas vraiment compte, Fraunhofer, en revanche, chercha à en savoir plus. Il répertoria plusieurs centaines de raies connues de nos jours comme raies de Fraunhofer, mais il ne sut jamais ce qui créait ces raies sombres. En 1860 et 1861, les deux physiciens allemands, Gustav Robert Kirchhoff et Robert Wilhelm Bunsen, publièrent un mémoire en deux parties dans le périodique Annalen der Physik und Chemie, mémoire qu'ils traduisirent eux-mêmes en français, dans le périodique Annales de chimie et de physique en 1861 et 1862, qui s'intitulait Analyse chimique fondée sur les observations du spectre. Leurs travaux se limitèrent aux éléments alcalins, comme le sodium, le potassium, le lithium et le césium, et aux éléments alcalino-terreux comme le calcium, le strontium et le baryum. L'analyse consista à chauffer les éléments à l'aide d'une lampe à gaz mise au point par Bunsen, bien par son assistant Peter Desaga, et de les observer les uns après les autres au travers d'un spectroscope. La lampe à gaz utilisée présentait l'avantage d'avoir un faible éclairage tout en étant plus énergétique que les autres lampes de l'époque. Kirchhoff et Bunsen obtinrent ce qu'on appela un spectre de raies, et chaque élément présentait un spectre différent. Je parlerai plus en détail de l'origine des spectres de raies lors d'un numéro sur cette chaîne, sur les photons, les quantas d'énergie. La position des raies de chaque spectre ne dépendait que de l'élément qui l'émettait, pas de la nature de la source de chaleur ni de sa température. Kirchhoff et Bunsen conclurent:
Il paraît donc hors de doute que les raies brillantes constituent un moyen infaillible pour reconnaître la présence des métaux alcalins et alcalino-terreux. Elles sont un réactif plus sûr et plus rapide que tout autre moyen analytique connu pour déceler de très petites quantités de ces corps. Du fait que chaque élément chimique semblait avoir sa signature spectrale propre, Kirchhoff et Bunsen venaient donc d'ouvrir la voie à une nouvelle technique, l'analyse spectrale de la matière. Donc, retour sur Henriques, l'auteur de l'article sur les spectres et la composition des éléments. Gustavus Henriques était un scientifique à part. En 1855, il avait commencé à formuler son concept de l'élément universel unique, le pentogène. Pour Henriques, il n'y avait pas de distinction absolue entre les éléments chimiques, mais plutôt des modifications quantitatives de cet élément, le pentogène. En fait, il n'avait fait que reprendre l'hypothèse de Prout du début du 19e siècle à son compte. Le souci avec Henriques avait toujours été son égocentrisme et son excentricité qui, malheureusement, ont quelque peu défiguré son travail, le rendant peu fiable aux yeux de ses contemporains. Il a cependant été un scientifique très prolifique, avec 300 publications, dont 2 de livres livrés tout au long de sa carrière. Et donc en 1864, ayant pris connaissance des travaux de Kirchhoff et de Bunsen en spectroscopie, il chercha d'emblée une loi sur les distributions des raies d'émission qui donnerait des révélations sur la nature des atomes eux-mêmes, voire les classer. Cette idée ne plaisait pas à Bunsen, mais peu importait à Henriques qui, en 1866, publia son article Spectra and Composition of the Elements. Dans cet article, il s'appuya sur les données fournies par le Prussien Julius Plücker et l'Autrichien Leander Dittscheiner, tous deux physiciens et mathématiciens. Dittscheiner avait défini les longueurs d'onde des raies spectrales obtenues par Kirchhoff et Bunsen avec une grande précision. Henriques s'attacha à trouver des relations entre les différences de longueur d'onde et de chaque raie spectrale au sein d'un même élément. Et il finit par trouver des similitudes entre le magnésium, le calcium, le strontium et le barium, 4 éléments de la famille des alcalino-terreux. Henriques avança aussi le fait que les différences de longueur d'onde entre les raies spectrales d'un élément semblaient inversement proportionnelles à la masse atomique relative. Henriques tenta aussi une approche rationnelle des masses atomiques relatives, en supposant les atomes comme ayant des formes de prismes, car cette forme était pour Henriques la forme qui permettait un arrangement spatial régulier des atomes entre eux. De ce fait, il modélisa la masse atomique comme étant égale à un facteur n multiplié par a au carré plus une constante entière. Le couple A et K dépendait de la famille chimique considérée, famille des alcalins, famille des alcalino-terreux, etc. Présentés comme cela, les résultats étaient relativement cohérents et il obtenait des masses atomiques relatives entières, ce qui allait dans le sens de sa théorie et, au passage, celle de Prout. Et en 1867, Heinrich dévoila sa classification des éléments dans son quelque peu déroutant atomécanique. Le moins qu'on puisse dire est qu'il se démarquait des autres scientifiques. Dans sa représentation, il a placé les éléments les plus légers le plus au centre, et plus on s'éloigne du centre, plus les masses atomiques augmentent, et ce, dans 11 directions, correspondant à 11 familles d'éléments, 3 familles non métalliques et 8 familles contenant des métaux. Du côté non métallique, le classement est celui que nous connaissons, si on accepte bien entendu l'absence d'éléments inconnus alors. Du côté des familles contenant du métal, malgré quelques placements incorrects, on retrouve des éléments dans l'ordre que nous connaissons. En 1869, la même année que la publication de Mendeleïev, Henriques publia dans le périodique américain The Pharmacist and Chemical Record un article sur la classification des éléments. Il s'y exprima en ces termes. La grande importance de la classification dans toutes les branches des sciences naturelles a conduit les chimistes de tout temps à tenter la classification des éléments chimiques, mais on ne peut nier que le succès de ces tentatives a été extrêmement maigre. Cela est dû au fait que toutes les tentatives précédentes ont été fondées sur une seule propriété des éléments, et ont donc nécessairement conduit à une classification artificielle. Mais si ces classifications doivent être abandonnées, car reposant sur une seule propriété des éléments, propriété qui ne peut en aucun cas être considérée comme fondamentale, nous pouvons être autorisés à proposer une classification que nous croyons être naturelle, car elle repose sur les propriétés fondamentales et essentielles, et parce que toutes les autres propriétés des éléments non directement impliqués dans cette classification s'harmonisent néanmoins avec celle-ci. Henriques proposa donc sa classification.
Dans son article, il ne cita pas les co-découvreurs comme De Champ-Courtois, Newlands, Hodling ou Meyer, mais étant multilingue, on peut raisonnablement supposer qu'il était au courant des autres travaux. En fait, le travail d'Henrix, du fait de son caractère particulier, mériterait une étude plus complète pour connaître sa vraie valeur scientifique. Et comme l'a dit le physicien américain Carl Andrew Zapf en 1969, soit un siècle plus tard, la traduction complète de l'atome mécanique ferait sans doute un sujet de thèse intéressant sur l'histoire de la philosophie des sciences. Voilà, un nouvel épisode de Voyage à travers la matière se termine. Si mon travail vous a plu, alors je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche pour ne pas louper d'épisodes, mais également à laisser un commentaire, un pouce en l'air. Cela permettra à cet épisode d'être mieux référencé et d'être vu par d'autres personnes. N'hésitez pas également à le partager. Pour l'heure, je retourne parcourir les routes de l'électron et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien!